Et oui, bonsoir chers téléspectateurs, amis de la planète foot, passionnés du ballon rond. Voilà, c'est la rentrée pour la feuille de match. Et j'ai envie de dire, avec moi ce soir, nous avons quelques élèves plutôt studieux. On va voir s'ils ont leur tablette. En tout cas, j'ai vu les fiches. Donc, avec moi ce soir, Patrice Basile, bienvenue. Je suis très content d'être là pour cette rentrée, je dirais footeuse, où j'espère qu'on aura encore les capacités de briller de mille feux comme les équipes de France, que les clubs de France ont fait aujourd'hui, bien sûr, en Coupe d'Europe. Autre élève studieux qui revient avec cette chevelure légendaire qui va nous gratifier encore, mais aussi d'excellents pronostics. Guillaume Michaud, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je suis très content de vous revoir tous. Une saison un peu particulière avec une Coupe du Monde qui se déroulera en plein milieu de la saison. Donc on attend ça avec impatience. En attendant, on aura quelques matchs de championnat et de Coupe d'Europe à suivre et quelques bons pronostics à donner à nos téléspectateurs. Effectivement, messieurs, une actualité riche, pléthore, que dire pour une première rentrée. On pourrait parler d'ores déjà de la soirée, des soirées européennes pour le club français. On va parler aussi de la reine qui s'en est allée, évidemment, qui va peut-être pouvoir avoir un effet sur les matchs de la première ligue de ce week-end. Aussi les bonnes et mauvaises surprises dans les différents championnats, et championnat Ligue 1 Uber Eats. Et puis j'ai envie de dire aussi, localement, on a envie de parler, mais c'est vrai que cette belle victoire de l'Amicale au tir au but face à la SS, il faut aussi parler du football local, football guadeloupéen aussi, qui doit être mis à l'honneur. Alors, quelques éléments à retirer de cette soirée de la Ligue des Champions. Paris au rendez-vous, Marseille, les regrets hélas. Paris au rendez-vous, en char à voile ou en avion, peu importe, ils y sont. Ça n'a pas été facile, mais bon, je pense que depuis le départ de cette saison, on a vu que Paris était un club qui commençait vraiment à bien carburer. Je pense que Galtier n'y est pas étranger. On se régale. Moi, j'avoue, les buts que marque Paris, même si je suis un petit peu pro-parisien de temps en temps, mais c'est vrai que quand il y a du Messi, du Neymar et du Mbappé qui commencent à jouer ensemble, c'est carrément un concerto en lutte majeure avec les meilleurs artistes du monde. Donc comment se plaindre de ça? Non, je suis ravi de ce début de championnat et je constate quand même une chose, au vu des résultats de la Coupe d'Europe, je pense que le niveau du championnat français a beaucoup progressé, peut-être grâce aussi au PSG, mais je pense qu'on n'a plus à redouter les clubs étrangers comme avant. Maintenant, on arrive en Coupe d'Europe et on gagne. On peut perdre aussi, mais je dirais qu'aujourd'hui, on est plus ridicule. Et Paris, aujourd'hui, je pense, a la tête d'un potentiel vainqueur de Champions League. Guillaume, Marseille, des regrets? Marseille, des regrets, mais ils ont joué avec leurs armes, j'ai envie de dire. Le match a été rendu difficile du fait qu'ils ont fini le match à 10, mais malgré tout, je trouve que Tudor a commencé à mettre sa patte sur l'équipe. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier match, tout le monde disait Tudor dehors, sifflé, problème avec joueur réunionnais Payet, voilà. Et finalement, on ressent quand même son style de jeu. Alors c'est pas forcément étinceleur comme Paris, mais ça pourrait gêner peut-être quelques équipes. On a déjà senti Tottenham qui était gêné par Marseille. Donc je trouve qu'on a deux beaux représentants en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions en tout cas, et les autres clubs aussi ont l'air d'assurer avec notamment la victoire sur le fil de Rennes, même si Rennes en début de championnat c'est pas forcément ce qu'on attendait. En Coupe d'Europe c'est très bien. Et Nantes aussi, Nantes a gagné sur le fil. Nantes qui gagne, Nice qui fait match nul contre Cologne, donc voilà. Rennes aussi c'est imposé, je Rennes s'est imposé. Ouais, sur le fil 80. Monaco aussi. Voilà, donc voilà, pour une Coupe d'Europe ça démarre bien pour les clubs français. Voilà, et au niveau de manière générale, messieurs, quelles sont les bonnes surprises, tout championnat confondu, j'ai envie de dire difficile pour Liverpool, pour Leipzig aussi, des clubs qui avaient quand même joué les premiers rôles l'année dernière, et puis là ils sont déjà en difficulté, et puis il faudra qu'on parle aussi de Chelsea qui a changé d'entraîneur en l'espace de quelques secondes aujourd'hui. Moi je retiens surtout le match Napoli-Liverpool parce que c'est assez représentatif du démarrage des deux équipes. Napoli 80 joueurs extraordinaires que personne ne connaissait, un Georgien qui s'appelle, on l'appelle Farab, mais il a déjà marqué quelques buts et mis quelques passes décisives en championnat, il s'impose 4 ans, il gifle Liverpool.
Donc voilà, très impressionnant. Et Liverpool qui a carrément perdu le derby de Manchester il y a déjà 2 journées, qui démarre très mal et qui est dans la seconde partie du tableau en Angleterre. Donc pour moi, c'est les 2 éléments majeurs du début de saison sur la scène européenne. Et que dire de Robert Lewandowski qui, on ne sait pas, est-ce qu'il y a eu autant d'adaptation? Moi j'ai envie de dire, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'en termes de surprise, on constate que les gros clubs aujourd'hui ne démarrent pas aussi bien. Je vois que Fribourg est en tête de la Bundesliga. Je vois qu'en Italie c'est pareil, Naples fait les étincelles. Je vois qu'en Angleterre il y a aussi beaucoup de renouvellement. Donc je pense que les cartes sont rebattues cette année et on va avoir des surprises et nous on va avoir beaucoup de problèmes pour pronostiquer, je crois. Il y a une Dembélé intéressant, monsieur, quand même. Faut le dire. Ah oui, Dembélé. Extraordinaire ce qu'il nous fait là. J'espère qu'il va briller autant en équipe de France parce que franchement, là c'est impressionnant. Si on a du Mbappé, du Dembélé, du Benzema à ce niveau-là. Par contre, on n'aura pas Pogba. Non, par contre, il a des problèmes extra-sportifs. Benzema et Pogba, certains pour la Coupe du Monde. Benzema, peut-être pas parce que lui, bon, c'est plutôt de l'ordre de la blessure. Mais Pogba, c'est plus grave, c'est extra-sportif. Voilà. Mais messieurs, quand même, on va parler pour ce nous sommes là ce soir, c'est quand même la grille de dimanche 11 septembre, a validé avant 8h55 1 million de haut pactole pour seulement 96 €. Messieurs, commençons par le premier match. Tout de suite, Monaco-Lyon. On a Monaco-Lyon, une belle affiche, une affiche alléchante. Patrice? Une affiche alléchante et en même temps 2 clubs qui dans ce début de saison font un petit peu du va-et-du-vient, on va dire, avec un Monaco qui a pris un départ un petit peu poussif, donc toujours 10e. On pensait que sur l'élan de l'année dernière il allait débuter un championnat quand même un peu plus vaillamment, et bien non, il se retrouve un petit peu encore dans le ventre mou du championnat. Lyon alors par contre avait démarré très très fort et puis commence un petit peu à baisser. Bon, ils ont perdu dernièrement, mais par contre ils ont une super équipe, donc on peut imaginer que Lyon sera peut-être un adversaire assez coriace pour Paris en même temps que Marseille. Donc moi je dirais que sur ce match-là, je verrais plutôt un nul et éventuellement un avantage à Lyon qui n'a rien à jouer en Coupe d'Europe et qui sera peut-être un peu plus frais que Monaco. Alors on dit Monaco en réaction, Guillaume, j'ai l'impression que c'est un match ouvert tout de même, avec très peu de possibilités pour un match nul. Qu'en pensez-vous, Guillaume? Non, moi je trouve que le problème à Monaco depuis le début de saison, c'est qu'ils ont eu beaucoup de recrues qu'ils ont, je pense, un peu de mal à intégrer. Il y a Minamino et des départs aussi comme Tchouaméni qui sont pas forcément faciles à combler. Camara essaie de le remplacer, mais voilà, je pense que ça va prendre un peu de temps. Ils étaient sur les 5 derniers matchs, il n'y a qu'une seule victoire, c'est le dernier match contre Nice qui était déjà en difficulté. Donc Monaco pour moi c'est le Monaco qui démarre mal mais qui peut très bien finir la saison par contre. Et de l'autre côté Lyon, hormis le match contre Lorient, c'est quand même ces 5 derniers matchs 4 victoires, 1 nul, parce que le match contre Lorient, je rappelle, c'était un match de rattrapage, donc avec des joueurs qui brillent comme tête, voilà, qui lui a eu le temps de s'acclimater à l'équipe parce qu'il est arrivé en milieu de saison dernière. Donc moi je mettrais plutôt ma pièce sur Lyon parce qu'ils sont un peu mieux rentrés dans le championnat, donc le 2. D'accord. Deuxième match de la grille, messieurs, Rennes qui reçoit le promu Auxerre. J'ai envie de dire, normalement la logique doit être respectée, Patrice, ou bien une surprise, Auxerre qui se rebiffe après des débuts difficiles? Déjà, je suis heureux de revoir Auxerre en Ligue 1, ça me fait plaisir, c'est un club sympathique qui a beaucoup animé le championnat français à l'époque de Giroud, donc c'est très bien qu'ils soient revenus. Malheureusement, j'ai l'impression que leur effectif est un peu faiblard pour prétendre cette année à un maintien, parce qu'ils n'ont pas très bien commencé, malgré un Charbonnier quand même assez fort, assez bon, des Costil, des Nyang, etc. Autrey aussi qui est pas mal, mais franchement, je pense que ça va être compliqué pour eux. Donc là, ils jouent Rennes, bon, qui n'est pas non plus un club qui est en pleine bourre, mais quand même qui a un effectif, qui a montré l'année dernière qu'il avait des ambitions. Ils viennent de gagner là, contre l'AEK, donc c'est de très bon augure. Donc je mettrai évidemment Rennes en favori sur ce match et je dirais surtout chez eux que Rennes doit gagner ce match. Guillaume, Rennes décevant, une 9e place modeste. Il n'y a qu'un point qui sépare ces deux équipes.
logique pourtant. Alors, est-ce que la logique va être respectée? Est-ce que Rennes va pouvoir nous montrer, avec les recrutements, il y a eu des petits changements au mercato? Alors je pense effectivement à l'échange extraordinaire entre Nice et Rennes. Laborde va à Nice, Gouiri va à Rennes. Donc c'est vrai qu'il faudra un peu changer de jeu parce que c'est pas tout à fait le même style de joueur. Rennes a mal commencé, mais je pense que en milieu de semaine, ce match en Coupe d'Europe a montré qu'ils avaient quand même du caractère et envie de bien faire. De l'autre côté, Auxerre, ça reste une équipe qui apprend, qui sort de Ligue 2. Donc pour moi, je pense qu'il n'y aura pas de surprise sur ce match-là. Rennes joue à domicile, ils vont pouvoir s'imposer sur la plus petite démarche peut-être, mais ils l'emporteront. Donc le 1. Le 1. Troisième match de la grille, Nantes qui, après une belle victoire à l'Olympiakos, se déplace à Lorient. Lorient-Nantes, là encore un match plutôt compliqué, je veux dire, pour nous expliquer. Lorient qui quand même, on l'a vu, qui s'est imposé face à Lyon. Qui joue et qui est prolifique face à une Nantes qui est censée être auréolée par une belle victoire par un grand d'Europe, en tout cas connu, Olympiakos. Que dit de ce match-là? C'est un match effectivement très compliqué à pronostiquer. C'est un derby déjà. C'est ça. Lorient-Nantes, c'est le derby des Bretons, on va dire. Lorient a fait un super début de championnat, donc ça c'est clair. Nantes, c'est un petit peu plus mitigé, 3 défaites et une seule victoire, mais on peut dire aussi qu'ils payent un petit peu l'euphorie de l'année dernière. Bon, ils ont pris 2 claques contre le Paris Saint-Germain, mais c'est normal, c'est pas le même niveau. Donc, je pense qu'ils ont une belle équipe. Les Cocos, les Blas, etc. Et puis un Lafont qui s'affirme de plus en plus comme un grand gardien, par la petite bourde qu'il a fait aujourd'hui, mais bon, tout ça arrive à tout le monde. Donc, je pense que ça va être un match compliqué à pronostiquer. Je dirais nul sur ce match, avec une petite pièce sur Nantes quand même, qui a des ressources, qui sait jouer ce genre de match. Donc voilà, moi c'est N, nul ou victoire de Nantes. Guillaume? C'est vrai que là on a un match assez intéressant, je pense que ça va être un beau match. Nantes va devoir un peu s'adapter, ils ont perdu Kalimuendo en cours de pendant l'intersaison. Je pense que Simons sera sûrement blessé pour ce match-là, donc attention. Et de l'autre côté on a quand même un Lorient qui a pu remplacer l'Orienté par Ouattara qui excelle actuellement, donc ils sont vraiment sur des belles prestations contre des grosses équipes comme Lyon, donc pour moi je miserais sur Lorient pour ce match-là et je mettrais le 1. Prochain match, messieurs, Toulouse qui reçoit Reims. Et là, pareil, entre deux équipes qui savent faire la fête, en tout cas, on s'y prendrait, champagne rosé, entre le 15e et le 14e. Bon, mais voilà, entre un point ce qui sépare les deux équipes. Patrice, Toulouse enfin, peut-être. Toulouse revient de la Ligue 2. C'est ça. Donc c'est un peu comme Auxerre, ils ont tout à apprendre, comme disait Guillaume. Alors ils ont bien commencé le championnat aussi, un peu moins bien, enfin un peu mieux que Auxerre, ils ont fait des matchs nuls. Ils ont simplement constaté des défaites à Nantes, évidemment PSG, mais aussi Clermont. Donc la deuxième partie a été compliquée. Et Reims en face, c'est vrai que Reims, depuis quelques temps, ça devient un club assez sérieux en Ligue 1, qui se maintient régulièrement en milieu de championnat, qui sait bien jouer au football. Donc ils ont perdu Ekitike, mais je pense qu'ils ont un fond de jeu qui aujourd'hui leur permet d'aller gagner un match à Toulouse. Donc je mettrai Reims vainqueur sur ce match. Moi j'avoue que Toulouse pour moi c'est la bonne surprise. Attention à Toulouse, je pense que ça peut être la surprise qui vient de Ligue 2. Donc c'est un match où je suis assez indécis parce que Reims a assez prouvé des belles choses. Ils ont un joueur qui m'a un peu étonné, il s'appelle Ito, un japonais, et qui commence déjà à marquer certains buts. On pensait que le départ d'Ekitike allait vraiment rendre les matchs plus difficiles pour Reims, mais c'est pas le cas. C'est un peu une équipe folle je trouve Reims en ce moment. Donc je mettrai un double, soit une victoire de Toulouse qui sera à domicile, ils ont un beau public en plus. Faut croire que les supporters de rugby se sont mis au foot à l'intersaison, on dirait. Et de l'autre côté, Reims qui est capable de proposer quelque chose. Donc le 1 ou le nul pour moi. Ça va être un match indécis. Ok, moi j'ai mis quand même une petite pépite sur Reims parce que au vu des matchs, en tout cas quand ils gagnaient, c'était avec la manière. Avec panache. Je trouve que Toulouse est un peu juste. Moi je vois victoire de Reims à l'extérieur. Dernier match de cette première partie, messieurs, entre le promu Ajaccio et puis Nice qui nous a fait un match nul assez intéressant face à FC Cologne, je crois. Alors, est-ce que Nice
Nice aura gardé un peu de jus pour pouvoir s'imposer à l'extérieur face au celui qui, à mon sens, est le plus en difficulté déjà, voit déjà la Ligue 2 se pointer. C'est vrai. Patrice? On parlait d'Auxerre tout à l'heure, mais Ajaccio c'est pire. Hein. Ajaccio effectivement a très mal commencé ce championnat. Ils ont 1 point sur 18 possibles, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup. Et puis derrière, à côté, bon, évidemment Nice, qui avait de grandes ambitions l'année dernière avec Galtier, n'est pas mieux parti, mais quand même, je pense qu'ils ont les moyens de se rattraper sur un Ajaccio qui aujourd'hui n'a pas le niveau, à mon avis, encore pour rivaliser avec un gros Nice. Donc je pense que ça va être un grand Nice. Il ne faut pas oublier que Pépé a renforcé l'attaque de Nice, et Pépé, je pense qu'il va, le temps qu'il s'adapte à l'attaque de Nice, ça peut faire très mal, et surtout avec la Borde en face. Donc non, je pense que Nice va gagner ce match. C'est assez compliqué pour moi parce que Nice a fait un très mauvais début de saison selon moi, parce qu'ils ont eu beaucoup de changements un peu comme Monaco. C'est l'arrivée de la Borde, peut-être ça va changer quelque chose, Pep, mais je sais pas, je pense que ça va pas tout de suite ça va prendre du temps avec Lucien Favre qui a déjà sonné la sonnette d'alarme, qui a tiré la sonnette d'alarme. Donc Ajaccio est 20e, ils ont fait 4 défaites consécutives, mais pourquoi pas une victoire, dans le sens où Ajaccio est quand même beaucoup plus fort à domicile qu'à l'extérieur, et là ils reçoivent, donc peut-être une première victoire pour la saison. C'est le match le plus compliqué pour moi à pronostiquer, donc je vais carrément mettre le triple, et voilà, espérer qu'on ait une surprise et ça va me permettre peut-être de gagner un peu d'argent. Très bien, moi j'ai une misée sur le retour du binôme, du duo qui faisait du miracle à Montpellier. Je me dis ici, il y a eu ce mercato extrémiste sur Nice, c'est qu'il y a quelque chose à faire pour cette espèce de complicité, donc je mise sur Nice. Bon, on fait une petite coupure, on se retrouve, gardez bien donc les premiers pronostics de nos chers amis, et puis un petit clin d'œil à Ronnie, le professeur qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qu'on va retrouver bientôt. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Et oui, vous l'attendiez, vous nous manquiez également, le retour de la fin de match, et puis surtout cette belle grille qui va nous rapporter 1 million si nous trouvons les 14 bons pronostics pour ce dimanche 11 septembre avant 8h55. Alors pour rappel, Monaco-Lyon, Rennes-Auxerre, Lorient-Nantes, Toulouse-Reims, Ajaccio-Nice, Angers-Montpellier, Crystal Palace, Manchester United, Arsenal Everton, West Ham contre Newcastle, Fribourg contre le Borussia Mönchengladbach, Betis Séville face au Villarreal, Elche Athletic Bilbao, Lazio de Rome face au Hellas Vérone, et puis la Juventus de Turin qui va recevoir la Salernitana. Messieurs, cette grille. Alors poursuivre notre descente avec en terre angevine, Angers qui reçoit Montpellier. Alors, Montpellier qui est un petit peu mieux, Patrice. Match aussi compliqué, moi, il me semble. C'est pas la fiche la plus reluisante de cette grille, mais en même temps, elle est compliquée à pronostiquer, à mon sens. Que dire dans ce match en terre angevine pour Montpellier qui se déplace? Compliqué, oui et non, parce que franchement, quand je regarde Angers aujourd'hui jouer, je suis très inquiet parce qu'ils refont les mêmes bêtises qu'ils faisaient à la fin de la saison dernière, et on retrouve le même Angers quasiment que l'année dernière, et je me demande même si Baticle n'est pas sur un siège éjectable actuellement, parce que quand on se prend 3 buts par match quasiment depuis le début de la championnat, on peut se demander où on va. Ils sont 19e. Donc franchement, en face d'un Montpellier qui continue à faire du Montpellier, qui reste un club honorable, qui n'a plus les ambitions qu'il avait avant malheureusement, avec des grands joueurs comme ils avaient à l'époque, etc. Mais quand même, face à Angers, je pense qu'ils vont s'amuser. Alors, à moins que Angers retrouve une manière de jouer plus efficace, et qu'il y a une réunion qui se passe au niveau du club et qu'en fait, ils trouvent une solution. Donc,
moi, c'est la grande interrogation de cette grille. Comme en début de championnat, on a tendance à noter, à juger sur la forme des équipes du moment. Si c'était ça, Montpellier, je les mets vainqueurs à 100%. Maintenant, il peut y avoir une petite surprise, Angers qui se rebiffe chez eux, etc. Mais sur la forme du moment, je mets Montpellier vainqueur. Guillaume, même analyse Alors, de ce match-là? Oui, côté Angers, c'est clair qu'avec 4 défaites d'affilée, dont une Manita face à Lyon, ça me paraît compliqué de pouvoir s'imposer. Cependant, l'année dernière, on avait Bordeaux, l'équipe impronosticable. Là, j'ai l'impression que Montpellier, ils ont repris le flambeau parce qu'ils sont capables de perdre chez eux face au Auxerre 1-2 et d'aller gagner la semaine d'après à Brest 7-0. Donc, attention, et sans Savanier, hein, attention. Donc, c'est une équipe qui est assez surprenante. Elle fait des matchs où des fois ils prennent 2 cartons rouges, Sako qui marque. C'est vraiment dur de pronostiquer Montpellier, donc je miserai un double là-dessus. Et comme pour Angers ça me paraît compliqué, je vais miser le match nul ou la victoire de Montpellier à l'extérieur. Effectivement, messieurs, nous quittons l'Hexagone pour partir en terre de la reine qui nous a quittés, et puis vive Charles III, vive le prince Charles qui devient le nouveau roi d'Angleterre, avec sous réserve donc des funérailles, hein, ou des périodes aussi de deuil, donc du maintien de la journée de la première ligue. Crystal Palace qui reçoit un Manchester United un peu revigoré, renouvelé. On pensait déjà aux oubliettes avec un Ronaldo sous le banc. Voilà. Est-ce qu'encore un match où on se dit quoi? On se dit que Crystal Palace peut créer la surprise avec notre entraîneur fétiche, ou bien on compte sur... Oui, avec Crystal Palace, c'est vrai que tout peut arriver, on l'a déjà dit. Man U aussi d'ailleurs, hein, parce que Manchester, ils font un très bon début de championnat, ils ont retrouvé un bon rythme. Apparemment, Peter Bosz a trouvé un équilibre. Ten Hag. Comment? Eric Ten Hag. Ten Hag, Peter Bosz, c'est côté Lyon. Ten Hag, pardon, a trouvé un super, une façon différente de jouer, ce qui fait qu'ils ont démarré ce championnat sur le chapeau de roue, comme on dit. Et Crystal Palace, est toujours capable chez eux de faire un match fantastique, et ils aiment bien les grosses équipes en plus, ils aiment bien les équipes qui ont du palmarès, donc je serais un petit peu dubitatif là-dessus. Je vais peut-être mettre un petit nul et une victoire de Crystal Palace, parce que Manchester United, ils sont capables, tout comme Montpellier, de faire un coup bien, un coup pas bien. Donc c'est peut-être la surprise de cette grille, je pense, que Crystal Palace, sous réserve effectivement que les matchs aient lieu, parce qu'il est très possible que les matchs n'aient pas lieu en hommage à la reine. Alors Guillaume, ils vont se présenter à Crystal Palace sans Rashford, qui était plutôt en forme, et puis peut-être avec la nouvelle recrue qui fait mouche, hein, qui fait taire tout le monde à 100 millions de transferts. Anthony? Alors c'est vrai que la question que tu posais, est-ce que ce match est-ce que les caméras sont à Crystal Palace ou à Buckingham Palace ce week-end? Ça c'est la grosse question, mais malgré tout, moi je suis vraiment fan de Ten Hag. Il était à Amsterdam avant, il a fait vraiment progresser cette équipe. Je ne sais pas souvenir peut-être un peu avant le Covid, il y avait une saison extraordinaire où l'Ajax d'Amsterdam échoue juste aux portes de la finale en Ligue des Champions. Il n'y avait pas Anthony à l'époque, mais entre-temps, lui, il est arrivé à Amsterdam et il a progressé. Il y a lui parmi les recrues phares. Il y a aussi Lisandro Martinez en défense centrale. Qui est blessé, mais quand il est là, il remplace Varane qui finalement ne tient pas son rang. Donc, ils ont eu un début de saison très difficile, une défaite très compliquée contre Brighton en introduction. Ils ont su se rattraper, notamment avec le match contre Liverpool, où voilà, ils ont su montrer des qualités. Il a vraiment de la poigne, cet entraîneur. Il a pu mettre quand même Cristiano Ronaldo sur le banc. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'entraîneurs qui puissent dire ça. Donc j'y crois beaucoup. Je mettrais carrément une victoire sec de Manchester United sur ce match contre Crystal Palace. Merci Guillaume. Pour le prochain match de la grille, là on est sur le surprenant et vivoltant leader de la première ligue, hein, qui nous fait plaisir, Arsenal, qui reçoit Everton. On va dire, est-ce que, comme dit le titre, est-ce que Everton a les moyens d'enrayer les canonniers?
Ah bah ça faisait longtemps effectivement qu'on n'avait pas vu Arsenal à pareille fête. Ça fait plaisir. Moi personnellement j'ai toujours été supporter de Arsenal pour plein de raisons. Bah, bon, pas que Thierry Henry a joué, mais que c'est une équipe qui était très française à l'époque de Arsène Wenger. Et ça faisait peu de la peine de les voir se traîner leur malheur dans ce ventre mou. Et là, effectivement, un départ incroyable, 5 victoires de suite, etc. Bon, une petite déconvenue face à Man U, mais en même temps, cette équipe a retrouvé une âme. Donc, et puis en face, Everton, malheureusement, Everton, en ce moment, c'est pas le top. Donc, à Arsenal, ça m'étonnerait quand même qu'ils perdent contre Everton. Donc là, sur ce match-là, je mets Arsenal sec parce que pour moi, il n'y a pas photo. C'est vrai que le gros argument de Everton actuellement, c'est leur gardien, c'est Jordan Pickford qui se tire la bourre avec ses autres concurrents anglais pour une place en Coupe du Monde, pour la place de numéro 1. On pense à Ramsdale, le jeune gardien d'Arsenal qui l'aura en face. Donc il sera sûrement bon ce week-end. Après, les Gabriel à Arsenal, ils font assez mal. Hein. Il y a les Gabriel Magalhaes en défense, Gabriel Martinelli au milieu, effectivement Gabriel Jesus en attaque. Et les gars, ses ailes, il a trouvé sa place. Voilà, je trouve qu'ils ont eu un recrutement intelligent. Arteta qui finalement à qui on a laissé du temps, et sur les 2 dernières saisons on sent quand même une progression de l'équipe, et il est en train de se faire quand même un petit statut à Arsenal. Peut-être qu'il va faire une carrière à la Wenger, en tout cas on lui souhaite ça. Donc pour moi ce serait une victoire de Arsenal qui va continuer. Ils ont quand même un calendrier assez facile en début de saison, donc je pense pas qu'ils vont laisser beaucoup de points en ce moment. Le 1. Moi également je vois une victoire d'Arsenal tout de même qui confronterait donc après sa déconvenue, après le match de Rouen où il a perdu contre Manchester, on trouverait un peu plus de sérénité en tête de classement. Prochain match messieurs entre 2 portefeuilles intéressants aujourd'hui. West Ham qui reçoit le Newcastle. Il y a que 4 points pour West Ham, compliqué pour une équipe qui a quand même joué les premiers rôles l'année dernière avec pourtant une équipe qui a été renforcée. Et puis Newcastle qui est 11e, qui se place, qui commence à trouver un peu ses repères, qui joue pas trop mal. Est-ce que là encore on est dans des difficultés à pouvoir pronostiquer ce match-là? Ah oui, là pour le coup, on a des difficultés. Parce que West Ham, c'est vrai que l'année dernière, ils ont fait une super prestation. Mais cette année, ça commence un petit peu moins bien. Je crois qu'ils ont 4 points en 6 rencontres, c'est pas beaucoup. Malgré l'arrivée de Paqueta. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu poussif. 18e, c'est pas terrible. Et puis en face, il y a Newcastle, effectivement, qui a des ambitions. Ils ont les moyens de les avoir, ces ambitions. Alors, effectivement, par contre, ils n'ont pas non plus des résultats mirobolants. Ils ont une victoire, 4 nuls. C'est un peu poussif aussi. Ils ont fait nul contre Crystal Palace. Non, c'est un match difficile à pronostiquer. Moi, je verrais un nul, tout simplement, parce que paradoxalement, je dirais que c'est un petit peu le match bof de la grille, parce que c'est 2 équipes qui, pour l'instant, n'ont pas montré grand-chose, alors que normalement, ils devraient. Alors, on a notre Français qui brille. Guadeloupéen, même, j'ai envie de dire. Donc, on peut espérer qu'il lui sauve la baraque et emmène une victoire à Newcastle. C'est tout ce que je peux lui souhaiter. Mais en tant que pronostiqueur, je dirais que sur ce match-là, ça vaut un nul. Guillaume? C'est vrai qu'on va avoir une opposition de style. On va avoir 2 Brésiliens, anciens joueurs de Lyon, qui vont se croiser au milieu de terrain. C'est Bruno Guimaraes et effectivement Lucas Paqueta qui vient d'arriver à West Ham. Donc ça va être un match équilibré selon moi. C'est vrai que c'est pas facile à pronostiquer. À noter côté Newcastle, la grosse arrivée en termes d'investissement, c'est Isaac, le Suédois, même s'il ressemble pas forcément au Suédois. Il joue à Real Sociedad, effectivement. Il joue en Espagne avant, et donc voilà, il arrive dans ce nouveau championnat en espérant qu'il puisse s'adapter rapidement. Mais voilà, match très compliqué, sûrement un match nul, et je mettrai un double avec l'avantage à domicile pour West Ham, donc le 1 et le N. Merci messieurs. Maintenant voyageons au pays de la bière sans de mauvaises pubs. Entre match qui met en lumière un surprenant, on l'a dit, un leader, on a parlé tout à l'heure, Fribourg qui reçoit le Borussia Mönchengladbach, donc à côté de Francfort aussi qui fait un bon début. On a des équipes comme ça. Je ne sais pas si vous, comme moi, vous avez pris plaisir. Moi, le début de championnat Bundesliga, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder ces matchs-là. C'est vrai qu'on est sur 5 ou 6e journée. Mais les résultats, à chaque fois, c'est hyper compliqué à pronostiquer, avec du niveau et de l'engagement. Moi, je trouve c'est très intéressant. Alors, est-ce que Fribourg va pouvoir continuer sur cette lancée face
au Borussia. Je crois qu'on a un petit Français, quoi, non? Au Borussia Un attaquant au Borussia. Oui, Je pense à Marcus Coutard. Thuram. Voilà. Non, mais bon, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, Fribourg, quel début. Et puis il y a un petit japonais, là, Doan, qui nous étonne. Hein. Non, et puis ça fait du bien parce que ça faisait des années que le Bayern dominait. Et puis j'ai l'impression que maintenant le championnat allemand est en train de se reprendre un petit peu, se reprendre en main. Alors, qu'est-ce que Mönchengladbach va pouvoir faire contre Fribourg? Attention, parce que Fribourg, peut-être que ils ont commencé vite, mais est-ce qu'ils sont pas arrivés non plus à une limite? Mönchengladbach reste une équipe sérieuse qui est quand même 9e et qui peut à tout moment se créer la surprise. Donc moi je dirais sur ce match-là, je serais tenté de dire Fribourg continue de s'avancer un peu comme une Garcia au tennis qui n'arrête pas de faire des exploits. Donc je dirais allez, en tant que parieur, je mettrais Fribourg en vainqueur. Et peut-être une assurance derrière en disant ou un ou deux, donc ou Fribourg ou Mönchengladbach. Donc je prends une assurance là-dessus. Guillaume, va aller une victoire à l'extérieur. Dur à pronostiquer cette Bundesliga. Moi j'ai mis ma couverture totale sur ce match-là. En fait, ce qui a changé en Bundesliga cette année, c'est qu'ils ont perdu quand même pour moi leurs 2 meilleurs joueurs, leurs 2 meilleurs attaquants, c'est Erling Haaland et évidemment Robert Lewandowski. Donc ça rebat un peu les cartes. On va peut-être pas avoir peut-être de Borussia Dortmund premier ou de Bayern. Peut-être qu'on aura une surprise. Alors ça date quand même de Wolfsburg, je crois, la dernière équipe qui n'était pas ni le Borussia ni le Bayern qui a avoir été championne, donc ça fait longtemps. Alors pourquoi pas une saison surprise, et je vois bien Fribourg jouer les troubles fêtes, donc je mettrai le 1, je vais le tenter, je me dis ils vont peut-être avoir la chance qui les poursuit, la réussite, et ils sont sur une bonne série, donc le 1 pour moi. Messieurs, avant cette deuxième coupure, cette deuxième partie, un sentiment général sur les journaux allemands, c'est vrai, par rapport à Dortmund, parce que on parle de Fribourg, mais Dortmund fait aussi un excellent début de championnat avec Marco Reus, qui est un peu le Dembélé en Allemagne. Et puis, j'ai envie de dire, revenons quand même sur à l'arrivée de Sané, au Bayern de Munich, et puis, comme je l'ai dit, les difficultés de Nkunku et de Leipzig, quand même, c'est quand même, on a dit, comme disait Guillaume, les cartes ont l'air de bien rebattues. Pour moi, c'est pour ça que je dis que je trouve ce championnat qui va être intéressant. Ah oui, complètement. Les cartes ont vraiment été rebattues et je pense qu'on va avoir un championnat passionnant cette année, comme disait Guillaume. Pourquoi pas un Fribourg, effectivement, qui vient jouer les troubles fêtes. Le Bayern, ça fait tellement longtemps qu'ils sont le club invaincu, incontesté, etc., que peut-être que oui, il y a une sorte de révolution du football allemand pour aller détrôner le roi. Et puis, c'est tout bon pour le spectacle, en tout cas. On avait l'habitude de confondre Mané et Sané, mais là ça va être encore plus compliqué, ils sont dans la même équipe. Donc voilà, Dortmund ça peut être pas mal, une équipe qui était jeune, ils ont pu piquer le défenseur central du Bayern Munich, Niklas Süle, donc c'est peut-être pas une bonne idée pour le Bayern, mais bon, ça s'est fait comme ça. Et à suivre comme joueur, je trouve c'est Jude Bellingham, le jeune anglais, qui progresse vraiment très très vite, et peut-être il sera pas loin d'être dans la liste du Ballon d'Or, ça se trouve, s'il continue à faire des prestations de ce type-là. Donc j'attends de voir. Et puis les autres surprises, Francfort, Tolisso qui est reparti du Bayern. Pourtant il avait l'air de bien s'adapter à cette équipe. Ouais, je crois que les blessures ont vraiment, ils l'ont empêché de s'imposer. Non, c'est dommage. Je trouve qu'il avait une carrière à faire là-bas. Bon, s'il arrive à rebondir, il est revenu à Lyon, du coup, ouais. Avec la casette, donc c'est un peu. C'est le retour c'est Lyon en vieille école, en fait. C'est pas pour les pads. Je suis content parce qu'encore une fois, ça prouve que la Ligue 1 est en train de vraiment monter au niveau et que bientôt on n'aura plus à rougir devant les championnats étrangers. J'ai envie de rajouter que le fait que Mbappé reste en Ligue 1, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est une bascule dans l'histoire du foot de Ligue 1, en fait. Il paraît que justement qu'on a eu les révélations sur le dessous du super contrat qu'on a bénéficié Mbappé. En tout cas, on en revient tout à l'heure après la deuxième coupure. Et puis restez avec nous. En quelques instants, on va aller en Espagne voir ce qui se passe du côté du Betis.
Amis parieurs, nous sommes là encore pour pouvoir finir donc cette émission avec vous, les passionnés, pour cette fin de grille, puisque nous proposons dès dimanche de pouvoir glaner ces 1 million d'euros avec vous, avec 14 bons pronostics. J'ai envie de dire avec Patrice et Guillaume. Et allons en Espagne avec un choc de rang, normalement, entre le Betis Séville, qui sera privé, je crois, de notre Fekir, et face au Villarreal, un club qui a joué les premiers rôles en Ligue, mais aussi en Ligue des Champions il n'y a pas très longtemps, qui semble, après des débuts un peu compliqués, retrouver un rang plus intéressant. Est-ce que le Villarreal d'aujourd'hui sera en capacité de faire un exploit, en tout cas d'aller chercher la victoire à Séville? Voilà encore un match difficile à pronostiquer, parce que là on est sur deux équipes qui sont 4e et 3e, donc avec un match à 6 points à jouer. D'un côté, effectivement, il y a le Betis qui a aujourd'hui un bel effectif, qui a gagné la Coupe du Roi. Hein, donc tenant du titre, et Villarreal effectivement qui a continué sur sa lancée de l'année dernière, qui je crois est resté sur 12 succès en 15 matchs, ce qui est fantastique, donc très compliqué à pronostiquer. Donc moi j'ai préféré mettre ma couverture totale sur ce match parce que je ne suis pas devin, je ne suis pas marabout donc je fais confiance à rien du tout là-dessus, et je pense que ça va être un super match. Et je préfère. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas avoir les moyens de mettre la couverture totale, je dirais que priorité. Je mets une faveur à l'équipe qui reçoit, hein, parce que Betis aime bien jouer chez eux. Donc, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de mettre une couverture totale, Betis peut être favori. Mais franchement, c'est un match très très compliqué à pronostiquer. Moi, je dirais, allez, Villarreal, quand même. Je regarde dans ma boule de cristal. En plus, ces deux équipes, elles ont pas mal de points communs. Elles sont toutes les deux derrière le Real et le Barça, que je pense qu'elles ne reverront plus jusqu'à la fin de saison. Deux équipes qui ont gardé leur entraîneur et leur style de jeu, Emery d'un côté et Pellegrini de l'autre. Donc, il y a vraiment de quoi espérer un match équilibré et dur à pronostiquer du coup. Donc, même analyse que vous, messieurs. Je mettrai un match nul et je vais couvrir avec le 1. Et j'ai pas les moyens de mettre le 2, Patrice, désolé. Donc, je vais mettre que le 1 et le N. Prochain match, messieurs, un match encore en Espagne entre le modeste club d'Elche, 18e, avec un point, et l'Athletic Bilbao, qui surprend 6e. Bon, on est encore en début de championnat, mais il me semble qu'il y a un match de référence. Ils ont gagné une grosse écurie il y a quelques semaines. Je reste là-dessus. C'est pour ça que je me dis que cette année, peut-être que Bilbao aura les moyens de rester un peu vers le haut du tableau, même si on voit bien qu'il y a les 4 qui sont toujours bien présents. Mais est-ce que Bilbao pourra continuer à enfoncer le modèle Celtier, Patrice? Ça paraît difficile, hein, parce que Elche, vraiment, j'ai l'impression que cette année, c'est assez faible. 3 points. Bilbao, bon, non, c'est pas non plus Barcelone ou Real, mais enfin, ils sont quand même 6e. Ils ont une équipe quand même qui tient la route. Ils ont commencé par 2 victoires, donc c'est pas rien. Ils ont 2 victoires et un nul en 3 journées. Donc, non, c'est une équipe qui a des ambitions, mais effectivement, Elche, franchement, je vois pas qu'est-ce que je pourrais dire sur Elche pour essayer de leur trouver des éléments favorables. Donc je dirais logiquement que Bilbao va s'imposer sur ce match, même à l'extérieur. C'est vrai que c'est assez triste pour cette équipe qui est pas condamnée quand même à la Segunda Division, mais ça va être compliqué. L'Atlético, c'est 0 victoire pour Elche, un match nul à domicile face à Almeria. Le seul truc qui peut peut-être enjailler certaines personnes, c'est Pastore s'il arrive à rejouer, parce qu'il est là-bas. Ils ont une sacrée colline d'Argentin, mais ça prend pas. Et Bilbao, ça reste une équipe sérieuse avec l'invincible Iñaki Williams, qui a un record actuel en cours, qui a joué blessé la semaine dernière et l'homme qui a joué le plus de matchs d'affilée en Primera Division espagnole. Donc c'est assez impressionnant. Donc je mettrai quand même victoire de Bilbao à l'extérieur assez facilement. Excellent, messieurs. Puis pourquoi pas continuer le périple inter-européenne en passant par l'Italie avec une équipe de la Lazio qui me semble intéressante. En tout cas, moi
voilà, encore une fois de plus, une équipe que j'ai plus plaisir à regarder un petit peu en début de championnat. Ils avaient l'air beaucoup plus intéressants, moins soporifiques l'année dernière. Donc on voyait les matchs, voilà, Salernitana ou je sais pas, Lazio, on était là, bout là. Mais là, on a deux équipes, et l'AS Vérone aussi, qui depuis l'année dernière nous gratifie de résultats en mode sniper. Intéressant. Bon, là, on a un 13e face au 9e, 5 points et 8 points pour la Lazio. Messieurs, est-ce que c'est un match aussi facile à pronostiquer, Patrice? Victoire classique de Lazio, allez. Pareil que l'autre, c'est pas facile à pronostiquer, parce que d'un côté, on a la Lazio de Rome, effectivement, qui a des ambitions. Ils ont 2 victoires et 2 nuls, donc ça prouve qu'ils ont bien commencé le championnat. Ils ont renforcé aussi leur attaque, je crois. Voilà, mais bon, ils ont toujours Immobilier, qui reste toujours l'homme phare de la. Ils ont Alberto, qui est arrivé, effectivement, aussi. C'est ça. Et donc, en face, il y a un AS Vérone qui, lui, a perdu son entraîneur, que lui a chippé Marseille, c'est ça. Donc, et apparemment ça marche moins bien. Le carburant est moins bon, puisqu'ils n'ont pas fait un début de championnat très intéressant. Donc sur la forme du moment, encore une fois, je dirais que Lazio de Rome a des arguments qu'aujourd'hui l'AS Vérone n'a pas encore retrouvé. J'ai l'impression que le changement d'entraîneur leur a un petit peu coupé les pattes. C'est normal, parce qu'apparemment c'est un bon entraîneur, on l'a vu, Marseille aujourd'hui marche bien. Donc non, moi je dirais que la Lazio de Rome là, sur ce match est favori, donc je les mettrai vainqueurs sur ce match. Guillaume, Lazio qui reçoit, hélas, après un capital confiance intéressant, une belle victoire en Coupe d'Europe cette semaine. Et puis, j'ai envie de dire que l'hélas, c'est quand même 9 buts encaissés en autant de journées. Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de colmater face à, je trouve, malgré tout, une attaque bien prolifique de la Lazio? Est-ce que la Lazio va devoir confirmer Moi, je vous avoue, cette saison, je vois pas du tout les Lazio. Autant l'année dernière, voilà, je disais que c'était vraiment une équipe solide. En fait, ils ont perdu leur entraîneur, donc ils ont perdu aussi leur capacité à défendre. C'est une des grandes forces de l'entraîneur de Marseille. Et alors, le pire de tout, c'est qu'ils ont perdu leurs 3 meilleurs attaquants. Giovanni Simeone, donc le fils de Diego qui est parti à Napoli, il a marqué pas plus tard qu'en milieu de semaine. Caprari qui est parti dans le club de Monza, et Barra qui est parti, je crois que je ne sais plus où, je vous dirai ça après. Mais voilà, alors 3 meilleurs buteurs qui étaient tous à plus de 10 buts l'année dernière, ils sont plus là, donc ça me paraît compliqué, plus ce changement d'entraîneur, de faire une bonne saison. Et la Lazio, ils ont carburé depuis le début de saison, donc pour moi sans problème pour la Lazio, le 1. D'accord, le dernier match de la grille, messieurs, entre la Juventus, la vieille dame qui reçoit la modeste équipe de la Salernitana. Et est-ce qu'on peut être fidèle au prompteur qui nous dit viens là, il a fait bon soupe? Parce que la Juve, avec. Bon, là, je vais le dire mauvaise foi, supporter marseillais. Milik qui retrouve le chemin défilé, vivoltant, marquant presque à chaque match. C'était le même qu'à Marseille. Le même qu'à Marseille, face à une équipe surprenante. Qui a quand même, bon, on est en train au début du championnat, mais quand même, j'ai vu des matchs de Salernitana pas trop mauvais. Est-ce que ça va être facile pour la Juve de recevoir cette équipe de milieu de classement pour l'instant, Salernitana On l'a vu contre le PSG, la Juve est une équipe qui reste une équipe solide, même si elle n'est pas percutante, même s'il n'y a pas de joueurs chez elle qui sont capables de faire des numéros. Donc, mais ça reste une équipe solide qui prend pas beaucoup de buts, qui a une belle défense. Et Salernitana, à la Juve, à Turin, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils pourront faire d'intéressant, parce que la Juventus, franchement, moi quand j'ai vu la composition d'équipe au début avant le match PSG, je me suis dit PSG va lui remettre 8. Et finalement non, ils ont un style de jeu quand même qui est assez solide, une base solide, et ça percute bien, ça avance bien. Donc je pense que c'est une équipe, même s'ils sont que 7e actuellement, qui va progresser, parce que Di Maria dans une grande forme, et un Rabiot qui est pas mauvais non plus, ça peut faire quelque chose de bien. Donc sur ce match-là, Salernitana, c'est bien l'équipe de Ribéry, mais qui est absent malheureusement. Malheureusement, c'est une équipe qui frôle encore une fois, qui va c'est-à-dire frôler la deuxième division. Donc pour moi, c'est la Juventus sans problème.
Moi, je partage l'avis de Patrice. En plus, je trouve que la Juve, ils ont quand même la pression. Défaite en milieu de semaine. Là, c'est la première année où il a vraiment un groupe qu'il a choisi, l'entraîneur Agnelli. Pas Agnelli, pardon. Agnelli, c'est le président. Bref, en tout cas, il a vraiment son groupe et on l'attend avec une attaque quand même assez puissante, avec Vlahovic notamment, Di Maria qui est arrivé, quelques départs de Ligt qui est parti. Donc voilà, quelques chamboulements, mais il a l'équipe qu'il voulait et il va devoir assurer ses responsabilités. Donc je vois une victoire de la Juve à domicile, tout simplement. Victoire de la Juve à domicile. Complètement pour l'ensemble de l'équipe. Il nous reste quelques minutes, messieurs. J'aimerais revenir quand même sur une affaire quand même qui, normalement, aurait pu faire l'objet d'une parole à la défense, puis on n'aura pas de parole à la défense ce soir, mais j'ai envie d'avoir votre avis sur deux aspects de l'affaire Paul Pogba. Alors, la première, c'est évidemment, est-ce que vous avez des révélations à me faire sur le rapport, entre guillemets, entre les sorciers et le foot, le marabout et le foot. Et puis, deuxièmement, sur aussi ce risque qui est toujours présent d'avoir ce racket, ces affaires de gros sous, parce que là, on est sur, apparemment, je ne sais pas si vous avez les mêmes amis, des amis, on dit d'enfance, qui vous braquent, qui forment une tentative d'extorsion de fonds, 13 millions, rien que ça, parce que ils considèrent que c'est eux qui l'ont aidé à être ce qu'il est aujourd'hui. Il a lâché 100 000 quand même, il a lâché 100 000. Messieurs, sérieusement, on a ces deux aspects, l'aspect, le côté fétiche, le côté marabout. Est-ce que Pogba a voulu la mort de la reine? Je sais pas, il a mal misé ou c'était la blessure de Benzema, on sait pas, on se rend compte que ça va marcher sur Mbappé. Là, il a été excellent face en Ligue des Champions, face à la Juve. Non, mais moi je pense que c'est pas plus un problème autre, c'est que tout simplement, imaginez, on est tous dans une société lambda, on a tous un métier, on en a tous des soucis d'argent ou des hauts et des bas. Et puis, tout d'un coup, vous gagnez au loto 120 millions d'euros, par exemple. J'imagine que les amis qui nous entourent, les gens qui sont nous entourent, nous verront d'un autre œil. Et peut-être qu'à un moment donné, ils se diront comment je peux faire pour en prendre un petit peu. Et en fait, c'est ce qui se passe pour Pogba. Pogba, il a apparemment des amis qui sont là pour vérifier sa sécurité, pour faire ceci, pour faire cela. Et comme en Afrique ça se passe souvent, ils ont des marabouts qui sont là pour lui dire j'ai les moyens de faire en sorte qu'il t'arrive rien. Donc pour ça, il me faut un petit 100 000 euros, hein, et après on va pouvoir travailler ensemble. Maintenant, est-ce qu'il a fait des trucs contre Mbappé, etc. Ça, personne ne peut le savoir. Simplement, ça ne m'étonne pas. Cette situation ne m'étonne pas, surtout après ce que Adebayor nous avait révélé sur le fait que lui aussi, il avait été machin, etc. Donc, la seule chose, c'est pourquoi Martial Pogba, son frère, sa famille... Il n'y a pas que les amis, maintenant. Voilà, sont capables de l'enfoncer à ce point, parce qu'ils avaient l'air tellement unis avant, tellement formé un clan, que je suis abasourdi, surtout par ça, que ce soit la propre famille de Paul Pogba, qui nous amène à ce genre de problème. C'est vrai qu'il y a deux choses. Déjà, j'ai envie de dire, le marabout de Pogba, il est pas très bon parce qu'il s'est quand même reblessé. Il n'a pas assez payé, peut-être aussi. Il fallait payer plus. Voilà, donc il sera pas à la Coupe du Monde, donc ça prouve que ça marche pas. N'allez pas voir un marabout. Et la deuxième chose, quand même, c'est que l'argent, ça change les gens, malheureusement, même les gens les plus proches de vous. Alors, si vous gagnez un jour au loto-foot, faites-vous discret, continuez à manger des beaux kits et ça se passera très bien. Mais voilà, faut faire attention à votre entourage. Et je pense que c'est important dans le monde des joueurs de foot actuels, l'entourage. On connaît des joueurs qui ont eu des problèmes avec leurs frères. Je pense à Ronaldinho, par exemple, qui se retrouve en prison pour l'histoire de fou passeport parce que son frère l'y a un peu mêlé. Donc voilà, c'est très important. Et d'autre côté, Mbappé, qui a un entourage, moi je pense, assez exemplaire, avec des parents qui étaient des anciens sportifs pros et qui, je pense, ont su le guider un peu dans sa carrière, enfin dans son début de carrière en tout cas. Benzema et Valbuena, c'était pareil. Hein. Il fallait récupérer de l'argent auprès de Benzema, donc il y a eu tout un chantage aussi là-dessus. Hein, c'était pareil. Hein. Mais il y a une autre affaire qui est intéressante aussi, c'est celle de Griezmann. Griezmann qui est obligé de rester que 60 minutes sur un terrain, parce que sinon son club va payer 40 millions d'euros au Barcelone. Ça, c'est aussi assez folklorique quand même. Exactement. Donc il y a des trucs. Hein. L'argent, franchement, il y a tellement de sommes en jeu qu'on arrive à des situations abracadabrantesques, comme on dit. Mais messieurs, ultime question, est-ce que ce type d'affaire peut
et peut ou aura une influence sur l'équipe de France et la Coupe du Monde. Est-ce que ça peut déstabiliser l'ambiance des vestiaires, l'ambiance du groupe? Fatalement. Moi je pense que oui, honnêtement. Et en plus il y a une accumulation d'affaires. Benzema il était jugé aussi, il était condamné. Mbappé et même l'ambiance entre les joueurs, le fait que Mbappé soit pas allé au Real, Benzema il avait posté quelque chose directement sur Instagram comme quoi Mbappé c'était un traître. Donc attention à l'équipe de France, il y avait des joueurs qui savaient un peu stabiliser le groupe parce qu'ils avaient des mentalités un peu exemplaires, je pense à Giroud notamment et qui est plus trop dans l'équipe. Ils vont devoir intégrer des jeunes joueurs comme Nkunku, remplacer Pogba qui était quand même, il avait un leadership sur l'équipe, donc il y a quand même beaucoup de travaux en termes de vie de groupe pour Didier Deschamps et ça me fait assez peur, sachant qu'en France on a eu des événements, je dirais pas tragiques ou drôles, mais on a eu une Aïsna quand même il y a déjà 12 ans, donc est-ce que Didier Deschamps garde son groupe aussi soudé qu'il l'avait fait? Je ne sais pas si Didier Deschamps aujourd'hui a les mêmes envies, les mêmes ambitions, j'ai peur qu'il soit resté un an de trop. En tout cas, messieurs, nous, on va essayer de récupérer ces 1 million, ça c'est plus sûr. On fait un rappel de la grille pour ce dimanche, à valider, je le dis encore une fois, avant 8h55 pour seulement 96 €. Alors pour le premier match, Monaco, soit 1 ou le 2, Rennes, Auxerre le 1, Lorient, Nantes le 1, Toulouse, Reims le 1, le N et le 2, Ajaccio, Nice le N et le 2, Angers face à Montpellier le 2, Crystal Palace face à Manchester United le 2, Arsenal Everton le 1, West Ham face à Newcastle le 1 et le N, Fribourg face au Borussia Mönchengladbach le 2, Betis Séville face au Villarreal le 1 et le N, Elche face à l'Athletic Bilbao le 2, Lazio de Rome face à Hellas Vérone le 1 et enfin Juventus face à la Salernitana le 1 et le 2. Messieurs, j'ai envie de dire, pour une première, vous avez été assez studieux. On peut avoir quand même un clin d'œil pour le président Mario Mouradel, qui nous fait confiance, encore une fois, à Oni et si Aoudi, le coach, Éclair Télévision, tout simplement. Et puis, moi, je vous dis, rendez-vous avec peut-être des surprises, avec des invités de qualité. On va essayer de vous trouver localement ce qu'on a pu faire de mieux pour pouvoir à la fois parler foot, mais aussi parler Guadeloupe, parler aussi de ce championnat qui va être intéressant. On a eu cette victoire de l'amicale face à la SS en coupe qui laisse présager de confrontations beaucoup plus intéressantes cette année en Guadeloupe en R1 donc, et puis on va parler de R2 aussi. Donc en tout cas, bonne soirée à tous et puis on se retrouve très prochainement sur Télé Éclair. Patrice, l'application effectivement qui a commencé avant la télé. Absolument, exactement. On peut retrouver tous nos pronostics pour bien travailler pour avoir ce petit million qui fait du bien. À télécharger sur Android ou sur Apple sans difficulté. Voilà. Voilà, bonne soirée et puis ce qui va suivre sur Éclair est toujours aussi bon et nous nous retrouvons avec plaisir la semaine prochaine. Bon foot. Bonne soirée.